Bienvenue ce soir à cette nouvelle troisième table ronde sur plusieurs enjeux que nous avons organisés ici à La Liberté dans le cadre de notre série « La Liberté vous invite ». Alors, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis Daniel Baglot, journaliste à La Liberté. Et puis, avant de présenter nos invités, je vais tout simplement vous prier d'éteindre vos téléphones portables. Et puis, je vous invite aussi de rester après cette discussion, cette table ronde. Il y aura des questions de la salle. Et puis, il y aura aussi de quoi se restaurer après la bonne jasette que nous aurons prise ensemble. Alors, d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Gayané Deval, merci. À Christophe Bonin, merci. À Justin Ondo, merci. À Jacqueline Baudette et à Ibrahima Diallo. Bonjour. Alors, de prime abord, un petit rappel. Le 19 avril, les Manitobains et les Manitobaines se rendront aux urnes pour choisir un nouveau gouvernement. Alors, avec nos invités experts, nous discuterons des défis que relèvent les nouveaux arrivants, les immigrants, ainsi que des moyens que le gouvernement provincial, les institutions, la communauté francophone peuvent les aider à les surmonter. Mais avant de commencer, quelques petites statistiques sur l'immigration au Manitoba pour dresser un portrait général. J'ai des données colligées ici en 2015 par Travail et Immigration Manitoba. La province, en 2014, donc ce sont des données récentes, a accueilli un peu plus de 16 000 résidents permanents, ce qui représente 6,2% de l'immigration totale au Canada. De ce nombre, 13 811 se sont établis à Winnipeg, 1074 dans la région du sud-ouest. Dans le sud-est, ils étaient 451, dans le sud-ouest, 256, au nord, 249, dans la région des Parcs, 146, l'Entrelac, 115. La majorité est composée d'adultes âgés de 25 à 34 ans, mais il y a aussi beaucoup de familles avec de jeunes enfants. Une statistique qui pourrait nous intéresser tout particulièrement ici à La Liberté, de ces 16 222 résidents permanents, 137 ne parlaient que le français, tandis que 270 parlaient les deux langues officielles du Canada et 11 684, vous l'aurez deviné, parlaient l'anglais. J'aimerais vous rappeler que ces statistiques sont bien plus que des chiffres. Et on le voit ce soir. Elles représentent des personnes qui ont des vies et un parcours de vie bien à elles. Alors, d'abord, j'aimerais inviter Gayané et Christophe et Justin et Jacqueline et Ibrahima de nous faire un petit bref portrait de leur parcours. Gayané? Oui, alors moi et ma famille, avant on était une petite famille, moi, mon mari et ma fille de 4 ans, on a décidé d'immigrer au Manitoba de la France. On vient du sud de la France, de Nice tout exactement. On est arrivé à Winnipeg le 6 décembre 2012, donc ça fait plus ou moins 3 ans qu'on est ici. Est-ce que je continue? Vous avez obtenu une formation ou qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnelle? Oui, moi je suis enseignante à l'école Précieux Sang. Je travaille pour la DSFM. Merci Gayané. Christophe? Oh, bonsoir à tous. Moi je m'appelle Christophe Bonin, je suis juste à côté, je suis aussi du sud de la France, de Saint-Raphaël plus exactement. Et je suis venu une première fois au Canada en 2001 et je suis tombé amoureux de ce pays. C'est pour ça que j'ai fait la démarche pour revenir et m'installer ici en 2011. D'ailleurs, je tiens à remercier Brigitte Léger qui est là-bas parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible. Voilà, et donc ça fait maintenant 5 ans que je suis ici et je viens d'acquérir la citoyenneté. Merci, félicitations. Merci. Justin? Oui, moi je suis du Gabon, en Afrique centrale. Je suis arrivé en 2013 avec ma femme et 3 enfants.
Et quand je suis arrivé au Manitoba, je cherchais un endroit où je peux parler le français et essayer de pousser en anglais. Et quand je suis arrivé, j'ai décidé de ne pas aller travailler, mais d'apprendre ce qu'on apprend à faire. C'est-à-dire, j'ai fait l'université du Manitoba pendant 9 mois pour améliorer mon anglais. Je suis allé à l'université de Winnipeg pendant 2 mois pour l'améliorer, avant de recevoir un appel de l'Oblo pour travailler comme payroll analyste. J'ai travaillé pendant 7 mois et une autre compagnie m'a appelé. Je suis allé travailler à Steinbach pendant 2 semaines et une autre compagnie m'a appelé. Je suis maintenant comme Cash Application Specialist à Canadian Linen. Mon épouse travaille à l'hôpital de Saint-Boniface. Mes enfants sont à l'URL et l'une autre à l'université de Saint-Boniface. Donc voilà à peu près, brièvement pour le moment. Et j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de workshops dans plusieurs endroits ici. C'est ça un peu pour commencer mon expérience. Merci Justin. Jacqueline. Je suis Jacqueline Baudette. Je suis née en Algérie. J'ai vécu plusieurs années en France où j'ai rencontré mon mari. J'étais enseignante dans la région parisienne. Et au bout d'une année, nous avons décidé d'habiter en France, de déménager ici. Nous avions un poste tous les deux, nous avions trouvé quelque chose à la broquerie. Nous avons enseigné 4 ans dans ce petit village. En 1976, je suis arrivée au Manitoba en 1976. 3 ans après, j'avais ma citoyenneté canadienne. Ça allait plus vite du fait que j'étais mariée avec un franco-manitobain. Et en 80, nous avons déménagé au Parc Windsor. J'ai été enseignante jusqu'à il y a quelques années. Je suis à la retraite, mon mari aussi. Nous avons 3 enfants qui sont maintenant adultes. Je ne parlerai pas de mes petits-enfants, j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, en gros, il y a bien des choses à dire sur bientôt 40 ans de Manitoba. J'ai fait 3 continents, mais c'est sur celui-là que j'ai vécu le plus. Plusieurs choses à dire. Des bonnes et des bonnes. Merci. Merci. Moi, je m'appelle Ibrahima Diallo. Je suis originaire du Sénégal. Il y a quelques années, j'ai juste parti faire un post-doc. C'était en 1978-79. J'avais un doctorat en médecine vétérinaire à Paris, où j'étudiais, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai rencontré une franco-manitobaine qui me disait que personne ne sait où se trouve le Manitoba. J'ai dit oui, je sais où se trouve le Manitoba parce que je lisais des bandes dessinées dans lesquelles on parlait du sorcier du Manitoba. Alors, donc, après mes études, je suis rentré au Sénégal et puis Lise, qui est ma femme, je suis venu me marier ici en 82 et on est parti vivre en Afrique. Donc, je dirige un centre de recherche. C'est par la suite que on a décidé de venir peut-être voir explorer le Manitoba pour y vivre. Et moi, on m'a refusé l'immigration. J'étais marié à une franco-manitobaine, on m'a refusé l'immigration. Mais cependant, mon épouse d'ici a pu me parrainer et je suis arrivé. Puis ma fille ne me reconnaissait pas. Et c'est ça qui était le déclic. Je dis maintenant, il faut que Lise et moi, qu'on puisse vivre d'un côté ou de l'autre de l'océan. On a donné la chance au Sénégal parce que Lise était profondément amoureuse de l'Afrique. D'ailleurs, qu'il l'inspire beaucoup dans ses écrits. Et j'ai décidé, maintenant, c'était à moi de donner la chance au Canada. Donc, je vis ici depuis 1984 et j'enseigne à l'université de Saint-Denis. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci les invités. Bien, moi, avant d'entrer dans des grandes questions de politique gouvernementale, j'aimerais vous poser une petite question de vocabulaire d'intégration. Parce qu'on entend souvent l'expression « nouveau Canadien », « nouveau arrivant »,« nouvelle arrivante », qui semble avoir comme expression, comme terme, supplanté « immigrant », « immigrantes » dans nos discours officiels. Est-ce que l'expression vous dérange et comment vous identifiez? Le mot immigrant ne m'a jamais dérangé parce que j'ai enseigné le français, donc je sais que immigrant, ça veut dire qui rentre dedans dans un pays. Non, je m'exprime très mal. Mais c'était grammaticalement, ça s'explique. Alors pour moi, ça n'a jamais posé de question. Par contre, c'est pas réfugié, c'est pas tous les termes qu'on emploie aujourd'hui
je ne peux pas les appliquer à ma propre expérience. Sinon, pour moi, immigrant, ça peut être politique, mais ça peut être social, ça peut être personnel, ça peut être n'importe quoi. Aucun jugement de valeur. Je pense que c'est une très bonne question parce que moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle immigrant. Et d'ailleurs, ça m'amuse d'ailleurs parce que tous les Canadiens sont des immigrés et des immigrants. À part les autochtones, nous venons tous de quelque part, ou notre ancêtre vient de quelque part. Et ça, je pense que c'est une question qu'il faut soulever. On voit toujours le dernier arrivé comme étant l'immigrant. On ne parle plus des Allemands qui ont immigré, on ne parle plus des Islandais, on ne parle plus des Polonais, on ne parle plus... Même les Chinois font partie du paysage, si vous voulez. Et maintenant, il y a des gens, peut-être des immigrés qui viennent souvent des régions autres. Et là, c'est là où cette problématique-là se pose. Mais sinon, on est tous des métèques, si vous voulez. Voilà. Alors, je confirme aussi, le terme immigrant ne me dérange absolument pas. Je considère qu'on vient tous d'un pays et puis on a choisi de venir au Canada pour y vivre. Moi, je me considère plus comme citoyen du monde que comme vraiment immigrant de France. Et nouvel arrivant Non. On est nouvel arrivant pour combien d'années? Non, je pense que le nouvel arrivant et nouveau Canadien, c'est pour faire la différence peut-être entre ceux qui sont pas encore citoyens, peut-être. Mais non, ça me dérange pas plus que ça. Ben, moi, c'est pareil. Le mot immigrant, ça m'a jamais dérangé. Même parfois, moi, dans certaines situations, je me présente comme nouvelle arrivante. Je dis, oh, je savais pas parce que ça fait pas longtemps que je suis au Canada, je suis une nouvelle arrivante. Mais ce qui est le plus important, c'est que je me suis jamais sentie étrangère au Canada, surtout au Manitoba. Puis ça c'est le plus important pour moi. Le mot immigrant, ça me dérange absolument pas. Puis ni ma famille. Personnellement, s'il y a une différence entre immigrants et nouvel arrivant, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je pense que ceux qui ont apporté le terme nouveaux immigrants pour le différencier avec nouveaux arrivants, pardon, pour le différencier avec immigrants, je le considère simplement comme étant les immigrants peuvent être, comme on le dit, vous êtes immigrant puisque vous avez déjà la citoyenneté. Moi, je ne l'ai pas encore. Ça fait 3 ans que je suis là. Je vais y accéder. Si on m'appelle nouveaux arrivants parce que je ne suis pas encore citoyen canadien, comme immigrant, ça ne me dérange pas. Qu'on m'appelle immigrant parce que je viens d'arriver et que je garde ce nom, ça ne me dérange pas. Si on préfère m'appeler nouveaux arrivants parce que j'attends la citoyenneté, ça ne me dérange pas. Je crois que en réalité, ceux qui arrivent, ceux qui viennent d'arriver, qu'on appelle nouveaux immigrants, nouveaux arrivants, qu'on appelle immigrants, jusqu'à présent, des amis que je fréquente, je ne connais pas un seul qui en est dérangé, qu'on l'appelle d'un terme ou d'un autre, personnellement. Eh bien, maintenant, on va rentrer vraiment en plein dans la discussion. Et j'aimerais d'abord poser la question à tous, mais peut-être plus particulièrement à Ibrahima, étant donné que vous avez été président de la SFM et que vous connaissez peut-être un peu plus ce dossier. Vous avez entendu les statistiques. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui arrivent au Manitoba, du moins dans les dernières années. Et ça fait plus de 15 ans déjà que la société franco-manitobaine s'est dotée comme but d'agrandir l'espace francophone. Bon, il y a eu des pressions, il y a eu de l'encouragement avec la mise en place du programme de candidats des provinces qui a permis d'accueillir des francophones chez nous. Mais les cibles que le Manitoba s'est données à travers ces années ont-elles été respectées? Est-ce que ça vous paraît suffisant? Non, ça ne me paraît pas suffisant. Je pense qu'il y a eu au départ une volonté évidemment d'agrandir cet espace-là. Et à cet effet, le gouvernement, en tout cas la province du Manitoba, a été souvent citée en exemple à cause justement du fait qu'il avait une certaine latitude pour choisir ses immigrants. Et ça a tellement porté de fruits, je pense qu'il n'y avait que le Manitoba et la Colombie-Britannique qui avaient ces privilèges, que toutes les autres provinces voulaient faire comme le Manitoba. Et je pense qu'à cet effet-là, il faudrait vraiment souligner tous les efforts qui ont été conçus avec la création de l'accueil. Il y a toutes sortes de choses qui ont été faites. C'est parce que le gouvernement provincial a travaillé de près avec le gouvernement fédéral. Et donc, ces cibles dont on parle, évidemment, on ne les a pas atteintes.
dans la mesure où ça demande beaucoup de moyens, ça demande aussi beaucoup de bonne volonté. Et je pense qu'on était dans la bonne direction jusqu'au moment où, justement, on a enlevé au Manitoba cette possibilité d'aller chercher ses propres immigrants avec le programme Candidat des provinces, et que ça a été le gouvernement fédéral précédent qui monopolisait ce secteur-là. Et aussi, il faudrait peut-être dire à l'attention de nos auditeurs que cette volonté de faire venir des francophones aussi avait été encouragée en créant justement ce qu'on appelait jusqu'à un certain temps l'avantage significatif francophone. Si vous étiez francophone dans n'importe quel coin du globe, que vous voulez immigrer et qu'il y avait un employeur qui pouvait vous employer, cet employeur-là était dispensé de faire des demandes, $1000 ça devrait lui coûter pour chercher un Canadien qui ne peut pas faire le boulot pour vous faire venir. Cet avantage significatif francophone a été supprimé. D'autres choses aussi qui nous a mis un peu en arrière, c'est toute la question qui concerne, par exemple, ce qu'on appelait la lentille francophone. Parce que dans l'immigration, je suis aussi le président de la table nationale de concertation sur l'immigration francophone, il y avait cette question-là de lentille francophone, de faire en sorte que, même si ici actuellement, nous augmentons en termes absolus, mais en termes relatifs, c'est les autres qui immigrent plus que nous. Alors c'est ça aussi notre dynamique sur laquelle nous devons voir. On parle de pourcentage, on parle de cible, mais ça ne sert à rien d'avoir une cible qui est mouvante. Le plus on augmente en termes absolus, le plus, vous avez vu des Filipinos, ils augmentent à un rythme incroyable. Vous avez vu des autres catégories. Donc on n'augmente pas autant. Et ça, je ne peux pas dire que c'est la faute du gouvernement. C'est une situation qui est là, dans la mesure où les communautés qui sont déjà bien ancrées au Manitoba ont ce qu'on appelle la diaspora, peuvent faire venir des immigrants. Les Polonais, les Filipinos, les Chinois et tout ça de monde. Mais côté français, côté francophonie, vous voyez comment est-ce qu'on est différent ici? Vous voyez comment est-ce que c'est... Y a-t-il un bassin quelque part où on dit, tiens, nous, on est de l'Alsace ou bien on est de quelque part pour aller chercher des gens de ces milieux-là? On n'a pas ça, mais c'est la langue. C'est la langue qui nous unit et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement fait des efforts considérables, mais ça demande justement à être vu dans la mesure justement où le gouvernement fédéral est en train de revoir le système parce qu'avec le nouveau système Entrée Express, ça ne marche pas. Voilà. Merci Ibrahima. Mais la question se pose donc, puisqu'on est à la veille d'une nouvelle campagne électorale provinciale, qu'est-ce que la province peut faire? Vous avez mentionné une bonne relation entre le fédéral et le provincial, mais qu'est-ce que la province, elle, peut faire pour rehausser, pour mousser l'immigration francophone chez nous? La province a bon dos, comme on dit. Ce que la province peut faire, évidemment, c'est de renforcer nos capacités d'accueil. Ça, c'est un élément très, très important. On ne peut pas faire venir des immigrants s'il n'y a pas de capacité d'accueil. C'est aussi de travailler la communauté, c'est de travailler avec des organismes. Je pense aussi, là, je vois que c'est le World Trade Center, à l'époque, l'ANIM, qui faisait des efforts pour faire venir des immigrants. Mais aussi, il faut voir toute la question de travail. Parce qu'on a cette fâcheuse position qu'on est dans un milieu en situation minoritaire. Et par conséquent, il y a énormément de défis de faire venir des immigrants francophones ici, plutôt qu'ils aillent au Québec. C'est la question de l'emploi. Mais je pense que ce gouvernement-là a eu de la très bonne volonté jusqu'à un certain point, mais on n'arrive pas à mettre le paquet parce que tout simplement, l'immigration est aussi une compétence fédérale et c'est eux qui donnent les visas. Vous avez vu, vous avez beau recruter, mais les visas, au final, c'est le fédéral qui le donne. Et donc, dans ce contexte-là, je crois qu'il y a des améliorations qui sont en train de vouloir faire au système. Et nous espérons qu'avec le nouveau ministre, M. McCallum, qu'il va y avoir des changements draconiens en ce qui concerne l'immigration. Ce n'est pas juste valable pour le Manitoba, mais c'est pour tous les francophones hors Québec. Et moi, je dis souvent qu'il nous faut même un plan Marshall pour l'immigration francophone. Parce qu'on a perdu énormément de temps avec des changements. J'aimerais souligner que si le nombre d'immigrants francophones diminue, ça a aussi un impact sur la vitalité des communautés qui sont déjà là, en place. La vitalité linguistique, culturelle, identitaire des communautés minoritaires. Donc ça devrait concerner beaucoup plus que tout simplement les immigrants, les nouveaux arrivants, mais les francophones de souche. Enfin,
Mais absolument, parce que quand on parle de vitalité d'un peuple, quand on parle de vitalité d'une communauté, on a beau avoir des droits, on a la gestion scolaire, on a des infrastructures, il faut qu'il y ait une masse critique pour que ces droits-là, que les gens puissent jouir de cette activité-là. Je vais juste vous donner un exemple. Si, par exemple, l'immigration a augmenté, vous allez dans les écoles, vous allez voir le nombre, disons, de jeunes dont les parents sont nés à l'étranger, vous allez être ahuri. Il y a des endroits où il y a plus de 50% des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, ça favorise aussi, ça maintient aussi notre... ça va augmenter, si vous voulez, notre assise en termes de structure, en termes d'éléments qui permettent aux autres membres de la communauté d'en bénéficier. J'ai écouté l'autre jour une conférence où on disait qu'il ne faut pas donner l'aspect utilitaire. Mais oui, il y a une composante utilitaire. Le plus que nous avons des élèves dans nos universités, dans nos écoles, le plus la communauté va se porter mieux. Parce que ça permet, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, d'avoir des programmes où il y a des effectifs. S'il n'y a pas d'individus dans ces programmes-là, on les supprime. Et quand on les supprime, c'est toute la communauté qui perd dedans. N'est-ce pas? Merci. Bien, je ne veux pas que ça soit un entretien à deux. Alors, je vais passer à ma prochaine question, qui est peut-être dans le même ordre d'une réflexion de ce que nous pourrions faire, ou peut-être qu'il y aurait des suggestions à avancer pour améliorer les défis que doivent relever les immigrants. Et je pense, j'aimerais évoquer une situation très concrète, et c'est celle de la reconnaissance des diplômes. On sait souvent que les immigrants n'arrivent pas à faire reconnaître leurs diplômes et certifications obtenus dans leur pays d'origine, ou du moins, quand ils y arrivent, c'est avec beaucoup de difficultés. Et que peut faire le gouvernement, tant au niveau provincial que fédéral, pour mieux accélérer cette reconnaissance? Et est-ce que c'est une question tout simplement qu'il faut mieux sensibiliser les paliers gouvernementaux, ou est-ce que c'est une question de volonté politique? Je vais commencer, oui. Parce que c'est une question qui me touche directement pour faire reconnaître mes diplômes français ici pour l'éducation. Je suis enseignante, alors j'ai envoyé tout mon dossier au BEF, Bureau d'éducation française, mais la personne qui traite mon dossier, comme tous mes papiers sont en français évidemment parce que je viens de France, et puis la personne ne parle pas un mot de français. Puis là, je ne comprends pas comment elle traite mon dossier si elle ne comprend pas ce qu'elle va lire. Parce qu'il y a une secrétaire ou deux secrétaires, je pense, qui parlent français. Alors, si j'ai une question à lui poser, je dois passer via secrétaire parce que je ne parle pas très bien anglais. Puis, je ne suis pas gênée pour ça. Et je dois absolument poser la question à la secrétaire. Et puis, la secrétaire va transmettre à la personne et la personne va lui retransmettre la réponse. Puis, ainsi de suite. Comme, je trouve ça vraiment pas du tout pratique pour communiquer et puis pour pouvoir évaluer correctement le dossier. Donc, et ça, c'est un gros point faible. Comme premier pas d'entrée de jeu, il faudrait minimalement... Au moins, les personnes qui traitent les dossiers, ils parlent français, puis puissent nous communiquer en français. Et puis, si j'ai des questions à lui poser, je peux l'appeler, puis je peux l'avoir directement au téléphone, poser mes questions et pas passer à chaque fois par une secrétaire. Je trouve ça inadmissible. Ça s'appelle un bureau d'éducation française. Et la personne qui évalue mon dossier ne pas comme... Je m'excuse, mais... C'est une grande ironie. Oui, c'était un défi pour moi. C'était un défi. J'ai accepté ce que le bureau m'a proposé, mais je ne comprenais pas. Mais j'avais mon travail, alors je ne suis pas allée loin pour me plaindre, etc. J'ai accepté la situation. Je ne me plains pas, mais j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Je m'excuse. Mais j'imagine que d'autres pourraient se trouver dans de bien plus difficiles situations. Jacqueline, je crois que vous avez vécu cette expérience-là. Pourriez-vous nous la partager? Une expérience pas très agréable quand je suis arrivée, quand je disais qu'il y avait des choses qui étaient bonnes et d'autres un peu moins. C'est cette reconnaissance des diplômes. Je suis arrivée ici, j'avais plusieurs années d'université en France. Et quand je suis arrivée, on m'a dit « Oh, mais c'est très bien, moi j'étais très contente d'avoir un poste avec mon mari. » Mais je ne savais pas que j'étais au bas de l'échelle.
Et au bout de plusieurs mois, j'enseignais à la broquerie. Mon directeur me dit, tiens, à quel niveau? Alors je crois que c'était, j'ai oublié les termes exacts, puis je suis contente de les avoir oubliés d'une façon. Il m'a dit, mais tu m'as dit que tu avais tant d'années d'université, tu avais déjà enseigné pendant 8 ans en France. J'ai dit, ben oui. Il me dit, mais tu es contente? Je dis, oui, j'ai un poste, ça va. Il dit, mais si tu étais anglophone, si tu venais du Commonwealth, et là, il a piqué la chose qu'il ne fallait pas piquer chez moi. Et j'ai dit, tu veux dire que dans d'autres situations, des gens qui viennent avec les mêmes diplômes que moi auraient et obtiendraient une certaine justice? Il dit, peut-être qu'il y aurait une année de transition, quelque chose comme ça, mais oui. Alors là, je me suis dit, non, c'est pas juste. Je ne suis pas plus bête, mon pays n'est pas inférieur au Commonwealth ou à l'Angleterre. Et j'ai été voir, il n'y avait pas le BEF, en tout cas, je ne m'en souviens pas, à cette époque, il y a 76, 77, 78. Et pendant une année ou deux, je me suis battue avec un monsieur, j'ai oublié son nom, c'était un anglais et il ne parlait pas le français. J'ai fait des études, j'ai retrouvé tout mon... Bon, j'avais mon dossier, il avait mon dossier, et on m'a dit, oui, mais il manque tel papier. Bon, j'ai écrit, j'ai réécrit, et j'ai encore écrit en France, on m'a réenvoyé des papiers, et finalement, j'avais un gros dossier, et j'ai réussi à monter une année à la fois, à augmenter un peu mes années d'ancienneté, et ce qui m'était dû. Et finalement, j'ai réussi à avoir pas exactement ce que des gens du Commonwealth auraient reçu, mais à un moment, je me suis arrêtée de chialer, mais j'ai trouvé cette situation très injuste. Et je suis contente que toi, ça ne t'ait pris que si peu de temps. Non, ça n'a pas pris moins de temps. Non, ils ont reconnu les diplômes, tout ça, mais je trouve... non, ils m'ont obligée d'aller prendre des cours à l'université. Ouais. Puis beaucoup, quand même, 30 heures de crédit, que j'ai 2 maîtrises en éducation. Alors tu les avais déjà en France? En France, oui. Ouais. J'avais 2 maîtrises en éducation et puis ils m'ont obligée de prendre. Mais c'est bon. Alors je vois qu'en 40 ans, il n'y a pas eu une grande... Il n'y a pas eu une grande amélioration. Oui, je ne me plains pas d'aller reprendre les cours à l'université. Je me plains que la personne qui traite le dossier n'a aucune notion de français. Mm-hmm. Puis, comment on peut traiter un dossier qui est complètement en français, qu'on ne comprend pas le français? Je ne comprends pas. Oui, je peux comprendre. Bien, Gayane et Jacqueline, vous avez eu quand même le soutien de votre famille pour passer à travers tout cela. Il y avait votre époux Denis, mais il y a beaucoup d'immigrants qui, ils doivent passer par cette expérience de se recycler, ou du moins de retourner aux études, ils n'ont pas les moyens. Et soit qu'ils abandonnent carrément, ou qu'ils doivent obtenir des appuis. Et je me demande si vous connaissez, ou si vous avez vécu cela, ou si vous connaissez des nouveaux arrivants, des immigrants qui ont été beaucoup plus éprouvés que Jacqueline et Gayane. Bon. Oui, Justin. Oui, bon, je voudrais personnellement essayer d'orienter, puisque vous parlez du 19 avril, parce que nous sommes également là pour des suggestions. Bon, je partage les avis de mes 2 condisciples, mais je voudrais un peu demander à ce que les gouvernants, dans le futur, puissent voir la manière dont les nouveaux arrivants viennent. Moi, je suis immigrant économique, c'est-à-dire que quand on applique, on nous demande, mon épouse est dans l'éducation, elle a une licence en éducation, elle a travaillé longtemps, elle a l'expérience. Moi, je suis un financier. J'ai plus de 15 ans d'expérience en comptabilité et c'est moi qui étais le requérant principal pour venir au Canada. Donc, puisque j'étais le requérant principal, on nous a fait venir par rapport à ce qu'on appelle les compétences professionnelles. C'est ce qui était mis en exergue. Donc, moi, je suggérerais que les gouvernants dans l'avenir puissent également faire en sorte que s'ils acceptent un nouveau arrivant, qu'ils puissent se préparer psychologiquement, que quand il arrive, il aura à faire face à cette situation. Quand je suis arrivé, je sais que
j'ai de l'expérience en comptabilité. Mon épouse, c'est dans l'éducation. Lorsqu'on est arrivé, mon épouse a voulu donner des cours au collège Luriel, puisqu'elle a tout le nécessaire. Mais on lui a dit que c'est ici qu'elle apprend qu'il faudrait d'abord se recycler. Bon, elle n'a pas compris ce que ça veut dire. Elle dit, bon, non, il faudrait faire des cours. Alors, ça a complètement diminué l'ardeur professionnelle de mon épouse. Elle est psychopédagogue de formation. Bon, moi je suis financier, alors j'ai dit, bon, mais pendant que tu attends avec l'URIL ou bien l'Université de Saint-Boniface, moi j'ai été appelé pour travailler, je m'en vais travailler, comptable. Mais c'est après que j'ai appris qu'il faut aller d'abord s'enregistrer, etc. Je suis allé là-bas. J'ai d'abord écrit aux gens parce que moi, je suis venu avec des compétences professionnelles. D'abord, les diplômes secondaires, c'est après. Mais après, on m'a dit, bon d'accord, tu ne peux pas être en comptabilité avant de faire telle chose. C'est pour cela que moi, j'ai dit, je ne vais pas aller vite. J'ai dit, je prends donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit, il faut d'abord connaître les logiciels ici. C'est pour cela que j'ai fait 1 an. J'ai dit, je vais étudier partout. J'ai étudié à Manitoba State. J'ai fait Winnipeg Transition Center. J'ai fait Immigrant Center. J'ai fait des workshops. J'ai pris QuickBooks. Je suis allé dans Simple Accounting. C'est pourquoi j'ai passé du temps à étudier. Quand j'ai eu tout cela 1 an après, j'ai demandé est-ce que je peux travailler maintenant. On me dit il faut aller à CPA. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas encore suffisant, non. Je suis allé là-bas. Mais à CPA, c'est là-bas que j'ai appris que, bon, c'est bien ce que j'ai eu à faire. Maintenant, tu t'enregistres, ça va prendre encore 4 ans. Ce que j'ai préféré faire, j'ai dit, bon, je crois que c'est bon. Je suis reparti. Actuellement, je fais quelque chose dans la comptabilité, mais qui n'est pas ce que je fais. C'est vrai, je fais le Cash Application Specialist. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que j'aime bien. J'ai fait payroll. Mais ce que j'ai apporté de chez moi, ce n'est pas ce que je fais. Mon épouse est obligée de postuler autre chose. Elle est réceptionniste au centre de santé de Saint-Boniface. Bon, elle n'est plus à l'accueil. Dieu merci, on lui a trouvé une pièce dans l'administration. Elle est obligée d'aller dans l'administration, alors que professionnellement, c'est une psychopédagogue. Elle a de l'expérience. Elle a géré l'Union de l'Afrique centrale, 6 pays. J'ai géré les finances pendant les 6 pays. J'étais trésorier. J'avais une équipe de comptables, de financiers. Maintenant, je suis Cash Application Specialist. Ça veut dire c'est nous qui faisons entrer les chiffres d'argent. Les gens me disent... Bon, vous voyez, en fait, je vais juste dire... Entrer des données, finalement. Voilà, entrer les données. Ce que moi, je disais aux gens de faire, c'est pas que je suis contre. Non, 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 non. Moi, je dis plutôt aux immigrants ceci. Nous ne devons pas courir. Ce qu'on a eu en Afrique, je ne demande pas d'avoir la position que j'avais. Non, non, non. Loin de là, non. Le Canada a ses lois. Moi, je dis souvent à certains immigrants qui refusent de suivre ce qu'on leur demande de faire, que, mais si vous n'êtes pas d'accord, mais vous rentrez. Ah non, non, je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. Mais si vous êtes ici, suivez ce qu'on vous dit de faire. Moi, on m'a dit que tu ne peux pas faire telle chose. J'ai dit, bon, d'accord, mais je me rabats autre chose. Cela dit, il y aurait moyen de faciliter la transition, oui, d'écourter le temps du recyclage. Et concrètement, qu'est-ce que vous verriez comme solution possible? Mais avant de donner une recette, tu viens de poser une dimension extrêmement importante dans la vie de la plupart des immigrés que je connais. La question de reconnaissance des diplômes et des titres de compétences, d'expérience acquises à l'étranger. Que vous soyez médecin, pharmacien, dentiste, comptable, ingénieur, comptable, enseignant. On va vous recruter sur la base que vous avez des connaissances, vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur et on vous amène au Canada sur cette base-là et on vous laisse à la merci des ordres professionnels. C'est ça le grand drame des immigrés. Moi qui suis vétérinaire, j'ai exercé pendant 8 ans, j'ai dirigé un centre de recherche. Moi, j'ai fait une partie de ces chanceux à qui on a dit ton diplôme ne sera pas reconnu. On m'a dit tu n'as aucune chance de réussir au Canada. Je savais ça en débarquant, je me disais peut-être même je vais balayer la rue pour gagner ma vie.
J'avais les connaissances. J'ai eu la chance de rentrer par la petite porte, donc de pouvoir faire valoir mon enseignement. Mais je pense que c'est important quand on regarde ça, que les gouvernements sont une chose, les autres professionnels sont autre chose. Et quand on regarde dans le passé, il y avait des professions pour lesquelles il y avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans ces professions-là. Si tu étais juif, tu ne pouvais pas être médecin, tu ne pouvais même pas être architecte. Maintenant, ça a été oublié. Un Sénégalais, je vais vous donner des cas concrets parce que vous m'avez dit. Je connaissais un Sénégalais qui était spécialiste de Boeing. Un Boeing 747 à Dakar et un Boeing 747 au Manitoba. Où est la différence? L'emplacement. Et je vais finir. J'ai connu des dentistes qui sont maintenant en train de travailler pour Investors. Et aussi, j'ai pu voir que la plupart des gens qui arrivent ici, ils sont découragés. Et pour moi, la question des diplômes, des compétences acquises à l'étranger est un drame pour certaines familles. Vous quittez votre pays, vous ne servez plus à votre pays de départ et votre pays d'adoption ne vous reconnaît pas. C'est ça le drame de l'immigrant. L'immigrant qui a étudié, l'immigrant qui a acquis de l'expérience et qui arrive ici, qui est obligé de se rabattre sur des métiers subalternes pour pouvoir, comme on dit, mettre du pain sur la table. Et tant que les autres professionnels ne sont pas impliqués, des fois ça arrive. Hein. Moi, j'ai connu des médecins qui viennent d'Afrique du Sud. À l'époque où le Manitoba avait besoin de médecins, je pense plus de 50% des médecins en zone rurale venaient d'Afrique du Sud. Et j'ai connu un médecin congolais. Il est arrivé ici, il ne pouvait rien faire. Il y avait un de ses étudiants qui était parti en Afrique du Sud et qui est venu par cette voie-là, qui pouvait exercer à titre de médecin, et lui, il ne pouvait pas. Et il a vécu une situation extrêmement difficile. Finalement, il est parti en Afrique du Sud. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, vous le verrez ici. Alors, donc, si les autres professionnels veulent, ils peuvent trouver des façons. Alors, il faut que le gouvernement travaille avec les autres professionnels. Et c'est la même chose avec les écoles. Si vous avez une pénurie d'enseignants et qu'on a des gens qui sont formés, c'est vrai qu'il faut les mettre dans un contexte où ils sont capables de se recycler, de connaître le milieu et de pouvoir faire valoir leurs compétences et de retrouver leur dignité. Alors ça, c'est un grand drame. Je suis très content que tu en aies parlé parce que souvent, on l'évite. On dit c'est les autres professionnels, on n'en parle plus. Et c'est eux qui font aussi que l'immigrant n'a pas une vie facile. J'aimerais rajouter juste une petite chose par rapport à ça. Quelque chose que l'on pourrait faire en matière de solutions pour justement éviter ces problèmes d'équivalence de diplôme et d'avoir des personnes qui ont des compétences mais qui ne peuvent pas exercer le métier pour lequel ils sont passionnés ou ils ont été formés, c'est au lieu de devoir repasser des diplômes, de retourner à l'université, quand on a acquis l'expérience professionnelle, quand on a eu les diplômes dans le pays d'où on vient, au lieu de repasser par cette étape, pourquoi ne pas faire en sorte que les personnes aillent dans un milieu professionnel et soient au contact des personnes qui font le même métier qu'eux. Donc, qu'ils fassent un stage. Qu'ils fassent un stage dans les écoles, dans les cabinets, je ne sais pas, dans un cabinet d'architectes, pour Boeing, qu'ils fassent un stage dans l'aéroport. De façon, s'il y a des connaissances spécifiques qui sont uniquement pour le Manitoba, c'est comme ça qu'ils vont l'apprendre. Et ça va l'encourager, la personne, à rester dans le milieu dans lequel il a été formé, dans lequel il est passionné, et donc forcément dans lequel il va être le meilleur, de façon à ce que ça reste une valeur ajoutée au Manitoba. Et de cette façon, on va pouvoir avoir des personnes qui vont être vraiment motivées pour travailler dans ce qu'ils veulent. Au lieu de repartir à l'université, qui est complètement décourageant pour n'importe qui arrive. C'est une suggestion qui aurait certainement l'avantage d'encourager l'immigrant, mais aussi de permettre aux organismes professionnels d'évaluer concrètement les compétences d'une personne. Bon, c'est un vaste sujet de discussion. J'aimerais passer peut-être à la prochaine question et j'espère que je ne passe pas trop du coq à l'âne. Mais dans l'expérience de l'immigration, il n'y a pas juste des injustices commises par les instances professionnelles, par les paliers gouvernementaux, ou du moins des embûches, disons, qui sont présentées. Il y a des petites incohérences entre la façon dont on accueille des immigrants de certaines régions, de certains pays. Et je vous donne un petit exemple concret.
J'ai appris récemment que, dans le cas du permis de conduire, qu'aujourd'hui, un Français peut échanger son permis de conduire français pour un permis manitobain. Pour un Africain, ce n'est pas encore chose faite. Pour les Belges non plus. On est juste à côté, et malgré tout, il a fallu passer le théorique et le pratique. Alors, il faut tout refaire. Exactement. Quoique, je conseillerais tout de même le stage que Christophe nous propose, parce que dans des conditions de route Oui, manitobaines, oui. c'est peut-être pas comme au Maroc. Merci Barouad. Alors, je me pose la question, c'est que est-ce que des fois aussi, il y aurait des situations où il semble y avoir 2 poids 2 mesures, et qu'est-ce qu'on peut faire pour niveler, égaliser ce terrain? Mais je pense que tout dépend des conventions que le Manitoba a avec certaines villes ou certains pays. Parce qu'en éducation, c'est pareil. Je pense que Manitoba a des conventions avec l'Égypte. Donc, ceux qui arrivent de l'Égypte, en éducation, j'ai des collègues égyptiens qui n'ont aucun problème de reconnaissance de diplôme et d'expérience parce que, justement, le Manitoba a des conventions avec l'Égypte. Ce qui n'est pas le cas avec la France. Qui est paradoxal parce que la France, c'est un pays francophone, mais pas l'Égypte. Mais tout dépend des conventions, de ce que j'ai compris. Alors, pour le permis, c'est la France qui a de la chance parce qu'ils ont une convention, mais pas la Belgique. Peut-être que le Manitoba devrait peut-être signer des ententes avec les différents pays francophones, puisque justement, en étant client francophone au Manitoba, peut-être que le gouvernement devrait essayer de négocier avec les différents pays des gens qui immigrent ici, pour justement essayer d'avoir des accords un peu comme les accords au niveau de l'éducation ou à divers niveaux. Oui. Pour justement peut-être stimuler une immigration francophone, et pour que ces gens, effectivement, quand ils arrivent et qu'ils sont recrutés par rapport à leur diplôme, à leurs études, à leur expérience professionnelle, qu'ils puissent effectivement professer dans le domaine dans lequel ils ont étudié, où ils ont eu 15-20 ans d'expérience, plutôt que d'arriver ici, effectivement, et de recommencer au bas de l'échelle. Même si, effectivement, les agents d'immigration nous signalent bien au début, lorsque vous arrivez, attendez-vous à peut-être commencer à un niveau plus bas que ce que vous aviez eu. Oui, absolument, oui. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, Pour ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Non, c'est ça. Mais si peut-être que le gouvernement provincial devrait peut-être faire un effort par rapport à ça, à sa reconnaissance éventuelle de diplôme, pour justement avoir un plus grand bassin d'immigrants francophones. C'est certainement un point à soulever à son candidat lorsqu'il fait du porte-à-porte. Et peut-être que les organismes, les institutions francophones auraient intérêt à communiquer, à faire avancer le message. Est-ce qu'il faut plus de lobbying, estimez-vous, vous croyez, Christophe? Je veux juste te dire que j'ai eu la chance de bénéficier de l'équivalence de permis, donc je n'ai pas eu besoin de repasser par toutes les étapes, mais je pense que c'est une mauvaise chose. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que, oui, je sais conduire une voiture, mais je ne sais pas conduire une voiture sur la neige. Je suis du sud de la France et c'était pas si fréquent qu'on conduisait des voitures sur neige. Donc, je pense qu'il faut que ce soit égal entre tous les pays parce que la conduite ici, en tout cas pour le permis, c'est complètement différent et je pense que c'est pareil pour plein de domaines. Et je pense que quel que soit le pays d'où on vient, il faut qu'on n'ait pas besoin de repasser toutes les étapes comme un novice en matière de conduite va pouvoir le faire, mais il devrait y avoir un programme de quelques heures de mise à niveau pour conduite au Canada pour tous les immigrants, quels qu'ils soient, quel que soit leur pays, de façon à valider leur permis, de façon à ce qu'ils aient l'équivalence avec le permis dans lequel ils viennent. Ça éviterait qu'il y ait soit ceux qui sont privilégiés comme moi et qui ont besoin de rien faire, et je trouve ça dangereux, ou alors des personnes qui savent conduire une voiture, mais qui vont devoir tout refaire comme quelqu'un qui n'a jamais conduit. C'est 2 poids 2 mesures qui sont trop injustes. Je pense ça serait intéressant de remettre quelque chose qui soit pour tout le monde et qui soit juste quelques heures de formation à conduire sur la neige avec des choses vraiment spécifiques au Manitoba. Mais il faut dire que le permis est ici 10 fois moins... 10 fois moins cher qu'en France. Alors, vaut mieux passer ici ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est... Pour parler de différence d'un pays à l'autre, concernant les conventions d'un pays à l'autre, il y a des petites différences.
Et moi, je peux dire que j'ai payé pour. Mon exemple, c'est qu'il y a quelques années, comme j'étais décidée à rester au Manitoba, je pensais que c'était, puis ça allait vraiment. Je suis restée depuis 40 ans, 39 ans, et j'ai décidé de démissionner de la France, puisque j'étais toujours en relation avec la France. Alors, on m'a dit, non, ne démissionnez pas. Vous risquez un jour de quitter le Canada et de retourner en France. Il faut que vous retrouviez votre travail, votre travail. Alors, j'ai décidé, on a discuté, mon mari et moi, et on a pensé que c'était mieux de rester, j'ai oublié encore les termes techniques m'échappent facilement, pas démissionnaire, mais Bernard, tu peux m'aider peut-être? Merci. Mise en disponibilité. Alors, tous les ans, j'ai payé pendant toutes ces années d'enseignement au Manitoba, pendant 25 ou quelque chose, 30 ans, je ne sais pas. J'ai donc cotisé en France en même temps que je cotisais officiellement sur ma fiche de paie. Mes cotisations étaient retirées. Donc, je cotisais et on se disait, quand je prendrai ma retraite, nos enfants seront en âge de s'installer, on aura 2 retraites. Formidable. C'est dur pour tout de suite, mais ça va payer plus tard. Or, un jour, j'ai pris ma retraite et je me suis dit, voilà, j'ai écrit en France et j'ai été voir le TRAF ici et on m'a dit, mais laquelle des deux vous choisissez? Pardon? Mais oui, c'est là, non, vous ne pouvez pas cumuler. Pardon? Et là, on m'a expliqué très officiellement. Alors là encore, pendant 2, 3 ans, 4 ans, j'ai téléphoné en France, j'ai écrit, on dit, non, madame, les pays, la convention n'existe pas. Entre certains pays, oui, mais entre le Canada et la France, vous n'avez pas le droit de cumuler. Le cumul des retraites ne se fait pas. Mais pourquoi ne me l'a-t-on pas dit il y a 25 ans ou il y a quelques années? Oh ben, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. J'ai dit oui, certainement, mais moi aujourd'hui, je dois payer. Alors qu'est-ce que je fais? Choisissez celle qui est la plus conséquente. Et donc, quand j'ai choisi de garder les 2 retraites, j'ai opté pour cette solution. On m'avait dit que la retraite française est beaucoup plus conséquente que la retraite canadienne. Bon. Alors, j'ai choisi ma retraite française, de toucher ma retraite française depuis ma retraite ici, depuis que j'ai pris ma retraite, il y a, je sais pas, 16 ans, 17 ans. Et je suis allée voir mon comptable, et puis bon, les gens ici m'ont dit, un jour, la loi va changer, vous n'êtes pas la seule. Il y a plein de gens comme ça qui découvrent au moment de leur retraite qu'ils n'y ont pas droit. Mais un jour, ça va changer. Alors attendez, madame. J'ai attendu parce que j'ai développé la patience dans ma vie. Et j'ai attendu 16 ans. Et cette année, je me suis dit quand même, non, c'est même pas moi qui me suis dit. Le TRAF me dit, vous devez toucher votre retraite. Il faut que vous choisissiez quel plan vous choisissez. J'ai dit, mais je ne peux pas la toucher, puisqu'il y a un papier officiel qui me dit que pour toucher ma retraite de France, je ne touche pas d'autres retraites. Sinon, je pouvais toucher mes 2 retraites. Mais celle de la plus faible était défalquée de la plus forte. Bon, il y avait comme un problème. Et finalement, on m'a dit, mais non, madame, vous avez le droit de la toucher. Les Français m'ont dit, et j'ai téléphoné à la rue de Châteaudun, le secrétariat d'État de la jeunesse et des sports et tout le reste. Et on m'a dit, mais madame, vous avez le droit. Ah bon, mais pourquoi vous ne l'avez pas touché? J'ai dit, quoi? Alors là, j'ai failli me fâcher. Et on m'a dit, oui, mais je veux que vous... Alors j'ai demandé par écrit, dites-moi par écrit ce que vous me dites au téléphone, monsieur. Là encore, il y a eu des erreurs, ça a pris quelques mois. Et pour faire une histoire un peu plus courte, depuis 1 an, je touche mes 2 retraites. Mais pendant 16 ans, je n'ai pas touché ma retraite canadienne pour laquelle j'avais cotisé. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème, ou s'il y a une solution au problème, s'il y en a un. Je crois qu'on pourrait regarder de ce côté-là. Et j'en ai parlé aussi quand le consul de France venait. Chaque année, je disais le cumul des retraites. Oh, madame, ne touchez pas à ça. Ça va venir. J'ai attendu 16 ans. Incroyable, Jacqueline. Mais vrai, oui. Passons à une autre question, si vous me le permettez. Immigrer il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans, c'est quand même assez différent, du moins à mon point de vue, qui est de l'extérieur de cette expérience que vous avez vécue, parce que je me dis,
Là, maintenant, il y a l'accueil francophone, il y a des programmes d'appui de pluriel, il y a plus largement le projet de la SFM d'agrandir l'espace francophone. Comme parent à la DSFM, je constate qu'il y a, du moins sur le terrain, au niveau des enfants et des enseignants qui transigent avec les enfants, beaucoup de bonne volonté dans le but de bien intégrer les enfants et les jeunes immigrants. Mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans? Et peut-être si on peut commencer par le positif, mais aussi, s'il y a des choses qui ont empiré depuis ce temps-là aussi. Qu'est-ce qui a changé? Je vais juste commencer par faire un petit rappel ici. En 88-89, moi j'étais membre du CA de la SFM. Je parlais d'immigration francophone. En réunion, les gens me disaient, mais c'est quoi le prochain point de l'ordre du jour? On n'en parlait pas parce que ce n'était pas une priorité. Les gens n'avaient même pas encore la gestion scolaire. Quand on l'a eu en 94, je pense que là, ça a été aussi un déclic qui a permis aux gens de passer à d'autres dossiers. Autrement dit, la communauté a beaucoup évolué sur ce chapitre-là. L'immigration n'avait jamais été un enjeu jusqu'au début des années 95-98, où c'est devenu un enjeu, au point que la SFM en a fait avec la communauté. Ils ont justement mis en place le concept de l'agrandissement de l'espace. Même au niveau de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, l'immigration, parce qu'ils ont 5 chantiers. Un des chantiers, c'est la population, et dans la population, il y a immigration. Parce que les gens ont vu, c'est bien beau d'avoir des droits à gauche et à droite, mais s'il n'y a personne, si à Saint-Léon, on ferme l'école parce qu'il n'y a pas d'élèves, la mort d'une école, c'est la mort d'une communauté. Donc les gens ont finalement réalisé que c'était important. Donc il faut leur donner le temps d'assimiler ça. Et je pense que, d'après ce que j'ai vu ces dernières années, avec tous les efforts qui ont été consentis, avec toutes ces structures dont tu viens de parler, je pense que finalement, les gens sont en train de réaliser qu'on ne peut pas juste se baser sur nos droits acquis pour que la communauté puisse retrouver sa vitalité, son épanouissement et regarder l'avenir. Donc pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. Et je finirai par une phrase dont M. Raymond Bisson, qui parlait de ça souvent quand il faisait des séminaires sur l'immigration. Il dit c'est comme si on est en train de demander à la communauté de construire un terrain d'atterrissage alors que l'avion s'en vient avec les immigrés. C'est ça. Ils ont été pris de court. Personne ne savait comment conjuguer avec l'immigration. Ils sont en train d'apprendre et ils sont en train de faire ça avec les communautés, avec tout le monde. Je pense que c'est ça aussi. Même les nouveaux arrivants, quelqu'un qui vient d'arriver hier, qui a une expérience, son expérience peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'en tant que communauté, qu'on s'organise. Et je crois que quand on dit qu'il faut une communauté pour accueillir un immigrant, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut que l'immigrant qui arrive ici voit que, tiens, ses enfants sont acceptés dans une école. Ses enfants réussissent. Nous tous, on a déménagé en quelque sorte parce que nos enfants, on voulait donner un avenir à nos enfants. La plupart des immigrants vous diront ça. Mais pour que cet enfant-là puisse s'intégrer dans sa communauté aussi, il faut que le parent trouve un travail. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de choses à mettre en place, tout est lié, qui ferait en sorte que progressivement, nous aurons ici au Manitoba une communauté qui est forte, où les immigrants qui arrivent ici peuvent s'insérer dans les milieux non seulement économiques, mais aussi social et culturel. Et on le voit de plus en plus, qu'il s'agisse des arts, chansons, théâtre, tout ce que vous voulez. Il y a des immigrants, et c'est ça aussi le rôle que nous avons en tant qu'immigrants, de ne pas attendre, mais aussi de pouvoir aussi proposer ces talents et ces services pour faire partie de cette communauté-là. Autre constat? Oui, moi je ne suis pas là depuis 40 ans, ça fait 3 ans, mais j'ai des amis qui me connaissent, qui me disent que j'ai accompli en 3 ans ce que beaucoup qui sont en 10 ans n'ont pas pu accomplir. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir bientôt et il y a des gens m'encouragent, j'en parlerai. Un sortira cette année, l'autre l'année prochaine. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé, il y a 3 ans, j'ai été accueilli par Accueil francophone. Je ne connaissais personne. J'ai un ami rwandais que je n'avais aucune idée. Mais
quand je compare la manière dont Accueil francophone m'a accueilli il y a 3 ans et ce qu'ils font aujourd'hui, moi je dis chapeau. Je dis chapeau. Je prends juste des exemples, je ne vais pas parler de 40 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est là depuis 40 ans que forcément on va devoir connaître ce qui se passe actuellement à ce jour. Mais nous qui venons d'arriver en 3 ans, en 5 ans, on observe un changement, personnellement. Quand je parle l'exemple d'accueil francophone, c'est quoi? Je ne suis plus à l'accueil francophone comme un nouvel arrivé, je ne sais pas comment on l'appelle. Je travaille déjà. Je travaille quelque part, j'ai un full-time, ma femme a un full-time. En principe, je devrais déjà être abandonné à moi-même, puisque je m'en sors. Mais ce que je trouve particulier, c'est que je continue à recevoir des messages d'accueil francophone. C'est un exemple que je donne. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que je connais des amis qui ont été découragés parce que le contact manquait. Beaucoup sont allés dans des endroits anglophones. Je ne vais pas vous donner des noms. Moi, je connais personnellement un ressortissant francophone qui m'a dit, vos histoires des francophones, là, je ne suis plus dedans. Beaucoup sont avec des anglophones. J'ai failli partir. Je ne vous mens pas, je ne vous mens pas. J'ai failli partir. Je ne vais pas vous donner des détails. J'ai écrit à certains endroits. Mais j'ai quand même mon CV. Est-ce que vous pouvez au moins me recevoir, au moins pour voir si je peux faire un travail? Je n'ai jamais reçu de réponse. À un moment, je pensais partir. Mais l'impact que certains groupes sociaux francophones font de nous. Parce qu'accueil francophone, je crois que Régis est là, ils savent. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on garde le contact. Il faudrait également que nous, francophones, nous puissions garder ce contact. C'est la même chose que, pas Liberté, comment on les appelle là? Ceux qui sont à côté de l'accueil francophone là. Pluriel font. Ah oui, parce qu'ils gardent le contact. J'ai reçu certaines informations alors que je travaille déjà quelque part avec les anglophones, des contacts des structures francophones qui veulent s'assurer que les francophones sont là. Ça, c'est ce qu'il faut garder. Donc, le contact, pas juste l'accueil, pas juste les bras ouverts au moment même. Au moment où on arrive. Il faut garder. Le maintien du rapport. Si je ne suis pas parti, je vous l'avoue aujourd'hui, je n'avais jamais dit ça à quelqu'un. C'est le contact qu'ils ont gardé avec moi qui a fait que je ne parte plus. C'est vrai, mon épouse a voulu être dans l'enseignement, elle a de l'expérience, etc. Moi, je suis attiré par les anglophones, je n'ai pas envie de partir. J'aimerais justement, voilà. Justin, enchaîner avec ma prochaine question qui est un peu connexe parce que vous mentionnez le contact et le contact qui devrait se maintenir. Moi, je veux savoir si vous vous sentez non seulement accueilli par la francophonie manitobaine de fond, là, qui était déjà là, mais est-ce que vous vous retrouvez au théâtre, dans les arts musicaux d'ici, dans nos galeries d'art? Est-ce que vous vous sentez présent et impliqué à l'antenne lorsque vous écoutez syntoniser Radio-Canada ou que vous lisez La Liberté? Pour ça, on veut savoir. J'ai même pas besoin d'attendre que vous finissiez pour vous dire très honnêtement non. Non, pas que je suis contre. Quand je quitte chez moi, je dépose mon épouse au centre de santé, je parcours, j'ai à peu près 30 minutes de route pour arriver à mon lieu de travail. J'écoute Radio Canada chaque matin, les interviews, etc., les musiques, et quand je reviens, à cette longueur de journée, les quelques rares morceaux de musique qui passent, c'est vraiment infime comme ça. Quelquefois Sénégal, et puis on coupe, mais la plupart, on ne se retrouve pas. Donc, moi je souhaiterais, comme on le dit, nous sommes ici, on veut aussi entendre une musique arabe du Maroc, du Gabon, oui, monsieur. Du marché. Pourquoi ne pas faire des petits mélanges? Accueil francophone a un panel de nationalités. Je sais que je suis le seul Gabonais. Pour le moment, j'en cherche, il n'y en a pas. Mais je suis très populaire.
Mon épouse est rwandaise. J'ai des amis burundais. Mais tout ce panoplie-là, même si on ne veut pas passer une musique gabonaise pour dire que bon, le seul Gabonais au Manitoba, il n'est pas important, d'accord. Mais qu'on fasse quand même passer une musique togolaise, une musique béninoise, une musique guinéenne. Je vous assure que je suis Radio-Canada, ça je le dis à titre d'exemple, ce n'est pas qu'on me raconte. Je suis ça en permanence. L'intégration n'est pas seulement, comme on va dire, diplôme, etc., mais que cette intégration, c'est vrai qu'il y a le contact qu'ils maintiennent, mais que ça soit aussi maintenu dans l'audio. J'aimerais rebondir là-dessus, Oui, si possible. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je n'étais pas là il y a 40 ans, mais je pense que ce que tu as dit, l'image de l'avion qui atterrit et que la piste qui n'est pas encore construite, je la trouve vraie, je la trouve tellement réelle. L'immigration, j'imagine qu'elle a énormément changé. Il y a des immigrants qui viennent de tous les pays, avec chacun une culture différente. Et ça, c'est la sensation que j'ai eue, que j'ai découvert, qu'il y a des communautés qui viennent, qui sont de chaque pays. Il y a des communautés qui sont formées, parce que les gens se rapprochent forcément des personnes avec qui ils ont la même culture, la même historique, les mêmes références. Normal. Forcément, c'est normal. Et même si on est tous francophones, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on a des micro-communautés dans la communauté. Et il manque des liens, il manque des passerelles de façon à ce que les gens puissent se retrouver dans des événements. Alors, la musique, c'est un très très bon vecteur. Quand je vais au Festival du Voyageur, des gars avec la tuque, la chemise du voyageur, la ceinture fléchée, tout l'attirail qui danse sur de la musique africaine, ça c'est génial. Je trouve ça fantastique. C'est une chance. Et ça, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler par le sport, il faut travailler par tous les arts possibles. Il faut travailler sur même la cuisine. C'est des choses que tout le monde a en commun, quel que soit le pays. Et il faut trouver des liens et des ponts pour pouvoir lier ces différentes communautés. Arrêter qu'il y ait des personnes qui ont envie de partir du côté anglophone parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont entendus du côté francophone. Il faut trouver des liens. Moi, je fais mon groupe Facebook Franco-Communauté et à la base, c'était juste un truc entre potes. Et le fait d'avoir tout le monde, beaucoup de gens qui sont venus sur ce groupe parce qu'ils cherchaient des liens dans la francophonie et d'avoir des gens qui viennent de tous les pays du monde qui sont sur ce groupe, j'ai dit OK, en fait, il y avait ce besoin, quoi. Il y avait un besoin d'essayer de se retrouver entre les personnes. Et je pense que dans l'avenir, au niveau de l'immigration, il faut favoriser ces liens, il faut construire des événements, il faut regrouper la francophonie, pas en micro-communauté, mais en une grande communauté. Et là, on pourra avoir du poids, là, on pourra vraiment faire des choses. Et là, on va pouvoir attirer plus de gens qui sont francophones, qui viendront des pays. Parce que si on a l'ami qui est au Canada, qui va partager sur ses réseaux sociaux ou qui va parler de ce qu'il a fait en français dans telle occasion, pour tel festival, pour tel événement, les gens ils vont se dire d'accord, au Manitoba, on parle français, il y a des choses qui se font en français. Ok, donc je peux, même si je ne parle pas anglais, je peux faire quelque chose, je peux venir m'y installer et vivre. La plupart de mes amis en France ne savaient pas qu'on parlait français au Manitoba. Même moi, je ne savais pas trop. Mais là, le fait qu'ils voient en tout cas sur Facebook, mais qu'ils voient que je partage tout le temps des choses qu'on fait en français ici, c'est devenu, c'est beaucoup plus... Enfin, quand je leur dis qu'on parle français au Manitoba, c'est devenu beaucoup plus normal pour eux. Et je pense que ça va passer par là. Je pense qu'il faut vraiment réussir à regrouper la francophonie et à tisser des liens entre les communautés francophones. Je voudrais juste ajouter excusez-moi, je vais... Non, c'était juste... ok. Christophe, c'est bien que les Français ne le sachent pas. Enfin, c'est bien, c'est pas bien. Je veux dire, on peut le comprendre. Le Manitoba, c'est vrai, moi, à part mes études il y a 45 ans, je ne savais pas que ça existait. Puis j'avais oublié que le Manitoba existait. Donc, on ne connaît pas... Mais les Québécois, ils sont du Canada, je crois en tout cas. Joli. Ça dépend desquels. Mais qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'on parle français au Manitoba. Et quand on le leur dit, puis moi, quand je vais faire ma petite évangélisation française, je vais dans un grand magasin à Montréal et je dis « À quelle heure fermez-vous ici ?» avec
je sors mon accent français, manitobain, le meilleur. À quelle heure fermez-vous ici? Ben madame, à 9h. Ah ben c'est comme chez nous à Winnipeg. Oh, vous êtes de Winnipeg? Oui, oui. Vous parlez français? Oui, oui, madame. Et je repose la même question à 3 ou 4 caissières, en espérant qu'elles ne se parlent pas entre elles. Mais je veux qu'on sache qu'au Manitoba, on parle français. Ça, c'est au Québec, au Canada. Merci, Jacqueline. Oui, je voulais Gaïané, juste ajouter que mon c'est expérience, plus fort oui, que oui. Non, mon expérience est un peu différente du monsieur. Moi, je me sens pleinement intégrée dans la communauté francophone qui existe sur place, qui existait sur place et qui existe sur place. Je participe à toutes les activités en français. Mes enfants participent à toutes les activités en français, le cinéma, le théâtre, Ligue des improvisations, etc. Comme toutes ces choses-là, moi je participe et je me sens pleinement francophone du Manitoba, que je fais partie de ce groupe. Est-ce que c'est en partie parce que vous évoluez dans les écoles? Peut-être, mais je pense que c'est juste l'amour du français, puis c'est l'amour de cette langue. Et puis, on a d'autres activités, bien sûr, c'est pas uniquement en français. On participe à d'autres activités qui sont en anglais, par exemple, Disney on Ice qui va venir, on va aller voir, c'est en anglais. Non, l'anglais, c'est pas exclu, ça fait partie de notre vie, mais pour favoriser et pour aider le développement de la francophonie du Manitoba, ben moi je suis prête à faire ça avec ma famille et on est 100% là-dedans. Ibrahima, vous avez dit tout à l'heure, Entrée Express ne marche pas. C'est ça que j'ai entendu? Yeah. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Entrée Express ne marche pas? Avec les cibles qu'on visait, de l'ordre de 5%, actuellement, on n'est même pas capable de vous dire exactement combien de francophones sont rentrés par Entrée Express. Le ministère n'a pas du tout les capacités de le juger. Et je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire Entrée Express. Dans Entrée Express, ce qu'ils ont conçu, c'est qu'ils ont un bassin dans lequel tout immigrant potentiel va aller dans ce bassin et déposer son dossier. Et là maintenant, il faudrait qu'un employeur potentiel, compte tenu de ses besoins, aille puiser dans ce bassin-là. Alors juste imaginez un peu, comment est-ce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui travaille dans le transport, un anglophone, qu'est-ce qui va obliger l'anglophone à aller choisir un francophone? Alors c'est ça la question, c'est qu'actuellement on se retrouve avec 1,8% de francophones qui sont arrivés à travers Entrée Express. Alors c'est ça la réalité, si vous voulez des chiffres. Au lieu de 5%, 1,8%. Et là on est maintenant en train de revoir la question de définition qui est francophone, parce que si vous parlez deux langues, on va vous mettre du côté anglais. Si vous parlez français et anglais, on vous met du côté anglais. Mais ce qui est sûr, c'est que les statistiques ont montré que Entrée Express n'a pas du tout été à l'avantage des francophones, depuis particulièrement qu'on a supprimé l'avantage significatif francophone. Et les chiffres avec avantage significatif francophone, c'était quoi? Les chiffres, ça a duré 2 ans. Ouais. Je ne peux pas vous donner de chiffres absolus, mais moi, les statistiques que j'ai vues, c'est qu'on voyait après année, on voyait l'augmentation. Ça grimpait en flèche. Paf, on a arrêté. Je pourrais vous trouver les chiffres. Hein? 2 ans seulement. Comment 2 ans? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? C'était la deuxième année, c'était l'année où les gens commençaient à comprendre. Voilà. Merci, parce que... Le gouvernement fédéral a dit, il n'y a pas assez de gens qui utilisent, ça ne vaut pas la peine d'investir, on l'arrête. Moi, j'étais à cette réunion-là où on faisait le bilan de Entrée Express, où on nous disait que ça n'a pas l'air de marcher. On dit, c'est quoi les chiffres? On ne nous les a pas donnés. Moi, c'est l'année dernière, au mois de mai, que j'ai vu les chiffres. Mais il y avait une tendance fantastique de voir Entrée Express qui augmentait. Puis là, on a coupé. Avantage significatif francophone, excusez-moi. Avantage significatif francophone. Et ça a pris tout le monde de court. Et puis là, bon, actuellement, apparemment que depuis le 3 mars, le ministre parle de le réintégrer. Moi, je dis, non seulement il faut réintégrer ce concept, il faut aller au-delà de ça, parce qu'on a perdu, ça fait 9 ans qu'on piétine. Et le temps joue contre nous. Je pense que c'est très important de le noter. Toutes les autres communautés augmentent. Il y a 2 ou 3 ans, les Philippinos ont fêté, ils avaient atteint plus que 50 000 Philippinos ici, comparé aux francophones de souche. Et pendant ce temps-là, nous, on est en train de
Hein? Nous, c'est la tortue, alors que c'est les lièvres, ils s'en vont très rapidement. Et dans quelques années, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc, sur le plan absolu, on augmente, mais à pas de tortue. Et moi, je dis, ce n'est pas à dose homéopathique qu'on va réussir à augmenter les nombres. C'est ce qui arrive actuellement. Mais je pense qu'avec le nouveau gouvernement qui veut vraiment recentrer les choses, et aussi avec la FCFA qui fait de l'immigration un enjeu fondamental pour le développement, l'épanouissement, la vitalité des communautés, peut-être qu'on va se battre pour justement faire en sorte que le temps perdu, qu'on puisse le rattraper très rapidement, parce que c'est pas normal ça. Et qu'on aille chercher les immigrants, où est-ce qu'on va les trouver? Où est-ce qu'on trouve les immigrants francophones? Potentiellement. Bon, il y a des bassins traditionnels que sont la France, la Belgique, la Suisse. Mais il faut aller là où il y a le bassin. Et le bassin, c'est l'Afrique. Plus de la moitié des francophones sont en Afrique. Et dans 30-40 ans, 80% des francophones seront africains. Quelqu'un qui est comptable, un Africain comptable, quelqu'un qui est mécanicien de l'aviation civile. Mais il y a des tas de compétences qu'on peut aller utiliser. Et voilà, justement. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi. Nous, on leur a dit, écoutez, allez là où vous trouvez, où est le gisement, il y a des compétences là-bas. Et vous pouvez avoir des gens qui pourront venir. Et si déjà l'exemple des communautés que nous avons ici sont des exemples où on voit qu'il y a des compétences, il y a des gens qui sont dans le circuit, qui ont réussi, je pense que ça va faire tache d'huile. Et une dernière chose, c'est qu'on ne fait pas du tout aussi la promotion des communautés francophones hors Québec. On ne le fait pas. Vous allez même dans les ambassades, les gens vous leur dites, tiens, je veux aller faire des études au Manitoba. Ils disent, oui, mais au Manitoba, oui, votre certificat d'acceptation du Québec, c'est acquis. Je dis, non, je ne vais pas au Québec, je m'en vais au Manitoba. Mais il n'y a pas d'université francophone là-bas. Moi, j'ai déjà entendu ça, des étudiants m'ont déjà dit. Donc, la promotion des communautés, c'est quelque chose qui est fondamental. Et tant qu'on ne le fait pas, on va toujours être dans le décor parce que les gens ne nous connaissent pas. Est-ce que c'est un point où la province pourrait faire un effort comme les prochains gouvernements provinciaux pourraient faire un effort? Absolument, le Québec le fait. Le Nouveau-Brunswick le fait. Mais le Manitoba devrait le faire. Et le Canada, parce que le Canada, quand même, jusqu'à preuve du contraire, on a un pays qui a une dualité linguistique. Donc, il devrait mettre en place tout ce qu'il faut pour que les communautés francophones hors Québec soient aussi connues de l'étranger. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de regarder toute cette question d'immigration, que ça ne se passe pas juste Montréal, Toronto et Vancouver, mais aussi que chaque communauté puisse aussi bénéficier de cette arrivée d'immigrants. Et pour moi, c'est au-delà de la question francophone, pour moi, c'est même l'existence même du Canada qui est menacée. Si au bout du compte, les francophones dégringolent, n'oublions pas qu'ici, quand le Manitoba est rentré dans la Confédération, la majorité de la population était francophone, 51%. Si on a dégringolé 15 ans plus tard à 15%. Et là, on est rendu à 4,3%. Alors, je pense que ça nous invite à réfléchir. Et moi, je suis sûr qu'en plaçant les choses sous cette perspective-là, que la francophonie, ce n'est pas juste une question de nombre, mais c'est dans les racines même de ce pays-là qu'il faut agir, quoi. Juste, je vais revenir sur ce que tu disais sur comment tu disais le système qui permettait de favoriser avantages significatifs. Je pense qu'il faut que ça soit mis en place pour un petit peu faire l'avocat du diable. J'ai eu des exemples autour de moi d'abus de ce système. Donc il faudra faire aussi attention quand on le refait. J'ai des personnes qui ont tout quitté en partant de France avec une promesse d'un emploi ici. Donc ils ont tout lâché, puis arrivé ici, au bout d'un mois, ils se sont fait virer. Et c'est parce qu'ils attendaient. Et la personne qui a viré a recommencé le système et a fait venir une quinzaine de personnes qui sont retrouvées sans boulot au bout d'un mois et de devoir trouver quelque chose dans le mois, sinon vous êtes obligé de rentrer en France. Donc il y a aussi des abus de ce type de système et ça, il faut y faire vraiment attention. C'est pas que tout rose, quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Pour rebondir là-dessus, je pense qu'il est important aussi de faire la visite exploratoire. Parce qu'en effet, quand on arrive ici avec ce genre d'entrée, on ne sait pas où on arrive, on ne sait pas ce qui nous attend. Et la visite exploratoire permet vraiment de savoir où on met les pieds et de donner une bonne idée du changement de vie qu'on va avoir. Donc là, ça, je pense que c'est important. Je connais des gens, en effet, qui sont arrivés, qui n'ont pas fait de visite exploratoire
ou alors c'était un des deux qui avait fait la visite exploratoire. Et bah, on connaît aussi des gens qui sont repartis ou qui vont repartir parce qu'en effet, il y en a un des deux qui ne s'attendait pas à la réalité des choses. Ça dépend des personnes parce que nous, notre famille, on n'avait fait aucune visite exploratoire. On est venu à l'aventure, puis on est toujours heureux, on va rester pour longtemps. Tant mieux que ça marche pour certains, vrai, en effet. Mais oui. voilà, ce que je veux dire, c'est que la visite exploratoire est vraiment positive. Et nous, on avait pris le temps pour ça. Quand les gens immigrent, ils doivent un petit peu immigrer aussi avec l'esprit ouvert. Ah, tout à fait. N'importe où on va, on ne trouvera pas exactement ce qu'on cherche. C'est normal. Le Canada, ce n'est pas un pays parfait. Comme n'importe quel pays du monde n'est pas parfait. Il y a du bien et du mal. Et puis, il faut juste savoir s'adapter. Enfin, ça, c'est mon avis, je pense. Nous sommes aussi venus à l'aventure et je pense que nous aimons ça. Mais j'aimerais parler de plusieurs choses que j'ai entendues parce que je ne voudrais pas intervenir plusieurs fois. Donc, peut-être vous pouvez juste garder en note et puis vous allez répondre par rapport à ça. Je vais commencer par le plan d'Ibrahima, avec la réaction d'Ibrahima par rapport à l'aéroport qu'on construisait pendant que les immigrants étaient ici. C'est quelque chose que je voudrais interpeller ici en tant que communauté. Et communauté, ce n'est pas seulement ce qui était ici avant, mais pour tout ce qui arrive et qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça. Ça peut-être, on voit ça sur le sens, ok, je viens, je suis immigrant, voilà peut-être ma perspective, mais je voudrais qu'on souligne la particularité de nous autres immigrants qui arrivons avec une couleur, pour parler comme ma fille, différente, pour ne pas dire de race différente. Et je sais que les expériences sont différentes parce que même si vous venez de France, peut-être lorsqu'on vous voit, c'est quelque chose d'acceptable. Moi, mon nom, c'est Ngotona. Je ne suis pas sûre que les gens peuvent le prononcer ici. Lorsque je dois envoyer, par exemple, mon profil de CV à un employeur qui ne peut même pas déjà prononcer mon nom, vous pensez qu'il va d'abord... Qu'est-ce que c'est que ça d'abord? Il ne pourra pas d'abord. Donc, le niveau, il faudrait qu'on adresse aussi le racisme qui est fait envers les immigrants d'origine africaine. Ça veut dire ceux qui ont la peau qui est facilement reconnaissable. Ça, c'est une réalité. Beaucoup d'entre vous ne le vivent pas, mais c'est le cas. Et je voudrais encore aller pire que ça au niveau des jeunes dans ces écoles, que ce soit à l'URL ou n'importe quelle autre école francophone, la réalité de ces jeunes qui n'arrivent pas à fit in, je le dis en anglais, à s'intégrer, qui n'arrivent pas à trouver ces relations parce qu'ils sont taxés. Oh, il y a même les immigrants qui sont nés ici, on les appelle les immigrants qui sont nés ici, les immigrants qui sont là depuis quelques années. On n'arrive pas à enlever dissocier la peau noire de l'immigration, bien que les enfants sont nés ici. Et ça cause un grand problème d'intégration aux jeunes qui choisissent aujourd'hui, qui ne veulent même plus faire d'école francophone. Dernièrement, notre communauté a organisé un événement pour les jeunes, et ce qui est aussi dommage parce que la communauté d'ici organise des choses pour des jeunes, mais très rarement les jeunes nouveaux arrivants sont intégrés. Très rarement les activités des jeunes nouveaux arrivants noirs est intégrée à cette réalité pour leur permettre de pouvoir se sentir acceptés tels qu'ils sont. Qu'est-ce que vous pensez que ces jeunes vont avoir demain comme impact dans cette francophonie? C'est comme si vous faites venir des gens, vous ne préparez pas comment ils vont atterrir. En fait, pire que ça, vous ne trouvez même pas où est-ce qu'ils vont rester ou bien comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer à votre communauté. C'est comme si vous faites venir des gens comme l'immigration il y a plus de 100 ans a fait venir, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues mais qui se sont intégrées à la communauté anglophone. Donc vous faites venir des gens comme francophones qui à la fin de la journée, après avec moins de 3 ans, ne s'intègrent pas comme francophones. Moi je dis c'est un échec en tant que communauté, ce genre de plan. Nous parlons des jeunes ici. Combien de jeunes vont aux activités du CJP qui sont nouveaux arrivants noirs par rapport à la proportion de jeunes noirs qui sont ici? Combien d'entre eux? Par curiosité, moi j'ai visité plusieurs activités du CJP, il y en avait, en fait, je ne suis pas sûre que j'ai compté 10 jeunes noirs parmi ces jeunes. Pourtant, lorsqu'on organise un événement qui dit jeunes africains noirs, vous les voyez plus parce qu'ils se disent ok, parce qu'on les appelle de cette façon. Moi, si je vois déjà qu'au niveau de la jeunesse, rien n'est fait, ne parlons pas pour les réalités d'adultes. Moi, je suis restée dans la communauté francophone parce que c'était mon choix, comme la dame l'a dit, mais certainement pas parce qu'il y a eu quelque chose qui m'a retenue dans la communauté francophone. Et il y a eu beaucoup de membres de ma communauté, je parle ici à même notre ancien président qui est ici témoin, où il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui choisissent, on a choisi même aujourd'hui dans beaucoup de communautés, pas seulement la nôtre, d'avoir une identité intermédiaire. Francophone d'ici, mais pas franco-manitobain. Quand vous avez commencé à ériger des barrières comme les ayants droit, pas ayants droit, toute autre chose, comment voulez-vous que les gens se sentent intégrés dans une communauté où les gens se disent oui, je suis de souche. Donc, moi je dis encore, c'est le mauvais calcul qui s'est fait. L'immigration a pesé contre les francophones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas un Manitoba bilingue. Si aujourd'hui, l'immigration qui est censée contrebalancer, il n'y a pas un plan de communauté pour pouvoir bien la penser et bien
la conduire, je me dis, c'est comme si on apporte des chiffres qui vont davantage servir encore la majorité. C'est ce que je voulais apporter comme commentaire et je merci pour vos interventions. J'ai beaucoup apprécié vos dynamiques. Merci. En fait, j'ai dit quelque chose comme option, comme l'une des choses. Peut-être j'ai dit et ça n'a pas été retenu. Je participe dans les activités comment on appelle ça, francophones. On ne sait plus comment se définir. Ouais, voilà. Non, c'est plutôt le contraire que j'ai dit justement, je ne suis pas à l'écart. Mon épouse est membre du comité comment on appelle ça là, de l'URIEL, association des parents. Voilà, comité scolaire. Ma fille fait le volontariat chez les francophones. Moi-même, je suis dans les activités du francophone. Mais j'ai dit ceci. En dehors des gens qui arrivent, où sont les francophones? Nous sommes nombreux ici. Beaucoup sont partis chez les anglophones. Pourquoi? On ne va pas attendre ceux qui vont arriver. Mais c'est pourquoi j'ai donné, qu'est-ce qui m'a retenu? Lui, accueil francophone, me pique par des messages. Pluriel, me pique par des messages. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le recensement de tout ce que vous avez reçu comme nouveaux arrivants francophones? Nous sommes nombreux. Juste un message à quelqu'un d'entre eux pour dire bonjour, il va s'y intégrer. Beaucoup sont partis parce qu'ils ne sont plus en contact. C'est un élément que je vais donner. Je voudrais juste redire cela parce que c'est ce contact qui permet de rester dans notre communauté. Parce que sans ce contact, c'est pourquoi je le dis de manière correcte, beaucoup sont partis parce qu'ils ont été abandonnés. Non seulement qu'ils cherchent, comme la dame l'a dit, ils veulent chercher une entrée chez les francophones et dès qu'on trouve obstacle, on se retire. Et les anglophones les apprennent. Je termine par 2 exemples. J'ai travaillé dans 3 sociétés depuis que je suis arrivé, des grandes sociétés. Est-ce que vous savez que dans ces sociétés, la première chose qu'ils écoutent, c'est si vous parlez français. La plupart des entreprises sont en train de prendre les bilingues. Mais quand vous parlez français, ils vous attirent très vite et vous mettent à côté. Or, c'est pour cela que nos frères s'en vont, les francophones. Eux, ils ont trouvé un alibi. Dès qu'ils voient un francophone qui se dit qu'il cherche, il attire et tous s'en vont. Chercher des moyens de récupérer des autres. Nous sommes nombreux ici. Merci beaucoup. Parce que la question de rétention, elle est fondamentale. Et la rétention passe aussi par l'intégration de nos jeunes. Et j'aimerais ici, en tout cas, vous faire part d'une initiative qui est prise par une communauté africaine, soucieuse de la réussite de l'intégration de leurs enfants dans les écoles franco-manitobaines. Et je pense qu'André Doumbé est là pour qu'il ne me contredira pas. Mais c'est une initiative qui est excellente. Les gens disent, nos enfants sont dans vos écoles. On voit qu'il y a des enjeux, il y a des défis très, très, très importants. On veut faire partie de la solution. Et je pense que c'est comme ça que nous allons réussir ici. C'est que nous, en tant qu'immigrants, nouveaux arrivés, qu'on n'attende pas toujours d'être invités, mais qu'on prenne de l'initiative. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on avait créé l'Amicale de la francophonie pour montrer qui on était. Donc ça, c'est un élément. Et il y a quelques années aussi, la communauté francophone du Manitoba avait organisé, je pense, un grand rassemblement. Ils avaient invité tous les immigrants qui étaient venus au Manitoba les 5 dernières années à une rencontre. Et moi, j'ai vu des gens qui venaient de Saint-Pierre, qui n'ont jamais peut-être parlé à un immigrant, qui sont venus, qui disent oui, nous voulons voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être dans ce contexte-là, je pense que c'est une question qui se fait à 2 voies, la communauté d'accueil et aussi l'immigrant. Il y aura un point de rencontre quelque part qui nous permettra de faire face aux défis. Et je le répète encore une fois, les écoles n'étaient pas du tout préparées à recevoir des gens. Le directeur général, l'ancien directeur général me l'a même dit, il me dit, Ibrahima, nous, le gouvernement va chercher des immigrants et boum, on les bombarde chez nous. On ne sait pas quoi faire avec ça. Mais on veut. Ils nous disent. Donc, c'est une approche à 2 voies. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je pense que nous pouvons réussir l'immigration parce qu'actuellement, nous sommes des modèles à travers le Canada. C'est vrai que le verre n'est pas encore plein, mais la bonne volonté y est. Et si la bonne volonté y est, travaillons ensemble pour faire en sorte que l'immigration ici soit une immigration réussie et qu'on continue à jouir de tous les avantages et puis de ce pays que nous avons choisi, dans lequel nous avons choisi d'habiter. C'est un gros sacrifice. Il faut y aller et puis si on trouve des esprits de bonne volonté, on peut arriver à combler les fossés.
qui ne sont pas des fossés entre parenthèses. Merci vraiment. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous inviter à poursuivre cette discussion, mais peut-être à table, de façon conviviale. Et vous rappeler que la liberté vous invite à notre prochaine discussion le 28 mars. Et le sujet sera la culture. Vaste sujet. Oui. Merci beaucoup.